Ah, je vais changer. Voilà. Bonjour tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Wali Ndiankonyai. Ok, d'accord. Alors, je suis ingénieur d'études en aquaculture à l'Institut sénégalais de recherche agricole. Et je suis inscrit au doctorat à l'Université Laval dans le cadre du programme canadien des bourses de la francophonie. Et je travaille sous la supervision de Dr Grant Vandenberg et de Marie-Pierre Le Tournon sur des thématiques en rapport avec le phosphore en aquaculture. Je vais vous présenter aujourd'hui une technique de piégeage de phosphore dans les effluents aquacoles. Donc, ce projet a été subventionné par le MAPAC et dans la demande de subvention, on a eu dans la demande de subvention a été écrit par le Dr Grant Vandenberg et donc avec l'appui de Muriel Soubera de l'Université Laval et Yves Como de Polytechnique Montréal. Ma présentation va s'articuler sur ces 6 points. Dans un premier temps, je vais vous présenter le contexte dans lequel s'inscrit cette étude et la problématique qui en découle. Ensuite, je vais vous présenter l'objectif et les hypothèses de recherche. Puis, je vais vous décrire les phases expérimentales in vivo et in vitro. Et je vais finir par les conclusions et les perspectives qui découlent de cette étude. La production piscicole québécoise a connu une phase de croissance entre les années 80 jusqu'aux années 2000. Cette phase de croissance s'est matérialisée par une pollution piscicole, une pollution au phosphore estimée à 7,2 kg de phosphore par tonne de poissons produits. Et pour limiter cette pollution, des directives environnementales ont été mises en place par le ministère de l'Environnement afin de lutter contre cela. Et la mise en place de ces directives s'est traduite par une baisse de la production qui s'est maintenue jusqu'à ce qu'une entente entre la profession et le ministère ne redéfinisse leurs objectifs à atteindre sur 10 ans. L'objectif était de réduire le niveau de pollution de 40% donc aux horizons 2014. À la suite de cette entente, on n'a pas enregistré d'une phase de croissance de la production. La production est restée stable ces dernières années. Alors, en pisciculture, on utilise de l'eau pour élever les poissons. Dans cette eau-là, les poissons sont nourris avec de la moulée. Au cours du cycle de production, la moulée, cette eau-là se charge en éléments minéraux et en matière en suspension. Et au bout d'un certain temps, cette eau doit être changée. Cette eau sortant des bassins va être stockée dans des bassins de sédimentation. Dans certaines conditions, le phosphore contenu dans les matières en suspension va se remettre en suspension au niveau de l'eau. Et pendant les phases de vidange, cette eau peut se retrouver dans l'environnement. Et ce qui va générer des phénomènes d'eutrophisation, qui, s'ils sont maintenus, peuvent causer un vieillissement accéléré des cours d'eau. D'où la nécessité de limiter le phosphore remis en suspension dans ces effluents aquacoles, ce qui est l'objet de cette étude-là. Nous allons procéder par l'ajout de pièges dans la moulée. Donc ces pièges sont constitués par des éléments actifs. Alors, on a utilisé le sulfate de fer et le sulfate d'aluminium, qui sont des éléments actifs qu'on utilise dans le traitement des eaux usées depuis les années 1950. Alors, ces éléments actifs sont enrobés avec une matrice de gras et mélangés avec l'aliment, de gras saturés. Ensuite, je vais vous présenter les deux situations, une situation en présence de piège et une situation en absence de piège. Donc, en absence de piège, la moulée fournie au poisson est digérée par le poisson. Une portion du phosphore dans l'aliment est absorbée au niveau de l'intestin proximal. Une fraction non absorbée va être rejetée dans l'environnement via les fesses. Si on inclut des pièges dans la moulée, on s'attend à ce que la matrice soit dégradée au niveau de l'intestin proximal
et que le phosphore soit libéré, les éléments actifs soient libérés au niveau dans la phase terminale du transit digestif, et ces éléments actifs vont se lier au phosphore et entraînant son insolubilisation dans les fesses. Alors, pour valider cette technique, nous devons vérifier que le niveau d'inclusion en éléments actifs ne va pas induire des carences en phosphore et ça ne va pas générer des baisses de performance de croissance pendant la phase in vivo. Et que les truites qui consomment une moule incorporant ces éléments actifs vont produire des fesses dont le phosphore est moins soluble dans l'eau. Pour ce faire, on a utilisé un aliment témoin, donc qui correspond à un aliment conventionnellement utilisé en aquaculture. Alors, les 20 grammes du gluten de maïs de cet aliment sont remplacés donc, pour les 3 autres aliments avec donc, une matrice de gras pour notre témoin réel. Pour les 2 aliments avec les pièges, on a inclus donc, nos capsules de gras avec donc, les éléments actifs, à savoir le sulfate d'aluminium et le sulfate de fer. Les poissons ont été élevés au laboratoire de recherche en sciences aquatiques. Ils ont été conditionnés dans 12 bassins, donc ce qui correspond à un plan expérimental avec 3 traitements, avec 3 répétitions par traitement. Donc on avait 3 régions. Dans chaque bassin, on avait 20 poissons de 180 grammes. Et la température, le niveau d'oxygénation et la photopériode ont été maintenus constants durant toute l'expérimentation. À leur arrivée, les poissons ont été acclimatés avec de l'aliment référence. Et à J0, on a alloué pour chaque bassin l'aliment qui correspond suivant le motif que j'ai présenté récemment. Les fesses ont été prélevées tout au long de l'expérience pour étudier la digestibilité de nos ingrédients et faire l'expérience de relargage in vitro. Pour vérifier le statut en phosphore de nos poissons, on a prélevé des individus à J0 et à la fin de l'expérimentation pour mesurer le pourcentage de cendres dans les écailles et dans les carcasses. Ensuite, on a suivi les performances de croissance. En termes de performance de croissance, si on regarde le gain de poids et la conversion alimentaire, on a la même situation. Au bout de 14 jours, on a des différences, mais ces différences-là s'estompaient donc à la fin de l'expérimentation. Donc, ce qui nous amène à conclure que l'inclusion de ces éléments actifs ne génère pas donc, de baisse de performance pour la période considérée. Concernant le statut en phosphore, on a évalué le centre dans les carcasses et dans les écailles. Et nous avons aussi le même phénomène. Au début et à la fin de l'expérimentation, il n'y avait pas de différence. Ce qui nous amène à conclure qu'il n'y avait pas de signe de carence alimentaire donc, généré par l'inclusion de ces éléments actifs. Alors, pour regarder l'effet des éléments actifs sur le relargage du phosphore donc dans les fesses, on a collecté les 4 fesses provenant de nos 4 régimes. On a mis 5 grammes de fesses dans un bécher et on a rajouté 300 ml d'eau. Et pour chaque traitement, on avait 3 répétitions. On avait incubé les béchers à température ambiante et on a prélevé des échantillons d'eau à J0, J2, J4 et J7 pour doser le niveau de phosphore remis en suspension dans ces béchers-là. Les résultats montrent que le niveau de phosphore remis en suspension dans les béchers, exprimé en milligrammes de phosphore par gramme de fesses secs, évolue au cours du temps. Et cette évolution est plus rapide pour les fesses provenant des aliments témoins, comparé aux fesses provenant des aliments incorporant les éléments actifs. Et au bout de 7 jours, on a des niveaux de phosphore remis en suspension dans les béchers nettement plus élevés pour les aliments témoins. Si on rapporte le niveau de phosphore remis en suspension dans les béchers et le niveau au niveau de phosphore total contenu dans les fesses, on a des niveaux de phosphore inorganique relargués qui se situent aux alentours de 35 à 37% pour les aliments témoins, alors que pour les aliments
les fesses provenant des aliments incorporant les éléments actifs, on a des niveaux de phosphore remis en suspension qui se situent entre 16 et 21%, ce qui dénote d'une diminution de la solubilité de notre phosphore contenu dans les fesses une diminution de la solubilité de nos fesses qui est plus accrue au niveau des fesses provenant des aliments incorporant ces pièges-là. Alors, si on reprend nos hypothèses de départ, on note que le niveau d'inclusion des éléments actifs dans nos moulées n'induit pas de carence et n'induit pas de baisse de performance zootechnique. Ensuite, que les moulées produisent des fesses dont le phosphore est moins soluble dans l'eau. Ça, c'est pour les moulées présentant nos pièges. Et pour vérifier ces résultats-là, nous devons suivre le cinétique de relâchage des éléments actifs afin de valider qu'il n'y avait pas de carence lors de l'expérimentation. Et il est important aussi pour valider les résultats donc, du relargage de voir que la quantité de phosphore dans la matrice est plus élevée dans la matrice qui reste après l'expérimentation pour les fesses provenant des aliments incorporant les pièges. En somme, je peux dire qu'avec ces pièges-là, on arrive à réduire de 30 à 35% le phosphore libéré donc, par les fesses, ce qui est intéressant pour la situation qu'on connaît. Alors, ce travail a été réalisé avec l'appui de toutes ces personnes-là. Et je vous remercie de votre attention. Oui. Il y a le temps pour une seule question. Oui.